Bonsoir à tous. C'est très impressionnant d'être parmi vous ce soir, parmi toutes ces grandes pointures de l'homéopathie qui, avant leur intervention, sucent du gelzémium quand même dans les couloirs avant de monter sur scène. C'est très impressionnant et c'est un honneur, merci beaucoup, mais c'est un vrai bonheur également. Ça fait 35 ans qu'on m'a inscrit de force à un premier cours de CEDH. Je devais faire un seul cours, et puis 35 ans après, vous voyez, je suis là. Et je voudrais ici rendre hommage à ma belle-mère, parce que c'est la fautive, et au docteur Pierre Joly, qui m'a enseigné l'homéopathie. On m'a demandé de vous donner mon regard de pharmacien d'officine et de parler de mon expérience de plus de 10 ans en soins de support en oncologie. Et mon propos, aujourd'hui, je voudrais que d'abord il s'adresse en priorité à mes confrères pharmaciens, espagnols, français et internationaux. Mais j'espère qu'il intéressera aussi la majorité d'entre vous. Et tout d'abord, commençons par un constat simple. Alors, je ne sais pas comment on tourne les... Le bouton vert. Ah, pardon. Alors voilà, le premier constat, c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais 100% des patients cancéreux ont une chance extraordinaire. Alors je vous laisse deviner quelques secondes, suspense. La chance extraordinaire de 100% des patients cancéreux, c'est d'avoir un pharmacien. Alors, on n'a pas tout à fait le même pourcentage en ce qui concerne les médecins homéopathes, mais c'est un objectif qui est à atteindre et que je pense on va atteindre très vite. Et je vous donnerai des exemples dans ce que je connais à Toulouse où vraiment on sent que les choses bougent très très vite. Alors donc, je vais vous parler de la place et du rôle du pharmacien d'officine dans le parcours de soins du patient cancéreux. Je vous dirai après quelles sont les conséquences de tout cela. Et puis donc, je vous dirai un petit peu quel est mon regard sur l'asthénie, quelles sont les possibilités à l'officine pour un pharmacien de gérer cette asthénie. Et puis, bien sûr, on fera ensuite, vous l'avez sans doute deviné dans les propos du professeur Gascon, on fera un focus sur un médicament que vous avez tous sans doute deviné, c'est Phosphoricum acidum. Alors, je voudrais vous faire toucher du doigt qu'aujourd'hui, le patient cancéreux, il est présent à l'officine. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas tous en tête. Le patient cancéreux, en France, il est présent tous les jours, il est de plus en plus présent. Parce que, vous le savez, les chimiothérapies se font en ambulatoire, c'est-à-dire que le soir même, le patient sort. Quelquefois, il rentre dans nos officines avec 5 ou 6 ordonnances, qui n'ont pas toutes eu le temps d'être expliquées. Et puis, il y a des médicaments dont on a parlé, dont le professeur Gascon a parlé tout à l'heure, qui sont sortis de la réserve hospitalière et que nous, pharmaciens, on délivre tous les jours. Donc, il a parlé des activateurs des lignées sanguines, donc l'EPO, mais donc aussi tous les facteurs de croissance hématopoïétique qu'il va falloir que nous, on délivre. Il y a aussi tous les antiémétiques qui sont sortis il y a quelques années de la réserve hospitalière, en particulier les cétrons, le Zofrène, l'aprepitant, l'Ement. Et ça, donc, le pharmacien d'officine, il a à sa disposition et il le délivre tous les jours. Et puis, et ça, c'est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus et de plus en plus vite, il y a toutes les chimiothérapies orales qui sont donc disponibles à l'officine. Il en sort presque une par semaine et il faut que le pharmacien se forme pour pouvoir les délivrer comme il le faut. Donc le rôle du pharmacien d'officine, dans un premier temps, ça va être de délivrer ces médicaments-là, et donc il va avoir une action de complémentarité avec le médecin oncologue, qui n'aura pas forcément le temps, le professeur Gascon l'a évoqué, pas forcément toujours le temps d'expliquer les prescriptions, et je pense qu'on a un rôle vraiment fondamental dans cette délivrance pour améliorer l'observance des traitements, améliorer la compliance au traitement. Vous savez, c'est tout bête, mais tous les jours, on entend « Ah non, je ne vais pas prendre le corticoïde parce que ça fait grossir, je ne vais pas prendre l'antiémétique parce qu'on verra bien, etc. » Donc, le premier rôle du pharmacien d'officine, c'est de délivrer les ordonnances. Ça vous paraît peut-être une évidence, mais c'est quelque chose de très important. En France, les choses bougent un petit peu et bougent depuis quelques années.
Et en particulier, donc depuis 2009, il y a une loi qui s'appelle la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, qui a fixé de nouvelles missions aux pharmaciens d'officine. Et ces missions, on a clairement, si vous voulez, défini le pharmacien comme un acteur de premier recours, et on a beaucoup insisté sur la coopération entre les professionnels de santé. Et ça, c'est une idée qui me tient vraiment à cœur, cette complémentarité entre oncologue et pharmacien, et on verra ensuite entre médecins homéopathes aussi et pharmaciens. Et puis, dans cette loi HPST, il est aussi souligné le rôle du pharmacien dans les pathologies chroniques et cette complémentarité qu'il peut y avoir entre médecins et pharmaciens, et le professeur Gascon l'évoquait aussi, le cancer devient de plus en plus une pathologie chronique. Mais le rôle du pharmacien ou d'officine va être aussi de proposer des soins de support donc aux patients cancéreux. Et qui dit soins de support, dit bien sûr proposer des médicaments homéopathiques. Alors vous me direz, mais pourquoi proposer des médicaments homéopathiques et pourquoi proposer des médicaments homéopathiques en soins de support? En fait, c'est une évidence. Pourquoi? La première raison, c'est l'efficacité. Alors, je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus. Donc, l'efficacité, c'est vraiment une chose essentielle. Quand on conseille quelque chose, être persuadé que c'est efficace. La deuxième chose, et ça c'est un point très important, aujourd'hui les oncologues, c'est une prise de conscience assez récente, ils se sont rendus compte que leurs patients avaient Internet chez eux. Ils avaient Internet, ils avaient des voisins, des voisines, et depuis quelque temps, mais vraiment très peu de temps, c'est quelque chose de très récent, ils se rendent compte que leurs patients prennent beaucoup de choses, en plus des traitements conventionnels. Ils prennent de la phytothérapie, ils vont voir des guérisseurs, ils commandent des choses par Internet, ils vont au Biocoop, au magasin bio à côté de chez eux, où la caissière leur donne des conseils, etc. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une prise de conscience des médecins oncologues qui dit « Attention, on ne sait pas ce que prennent nos patients, n'y a-t-il pas des risques d'interaction médicamenteuse avec nos traitements ?» Et plusieurs études ont été menées avec quelquefois des choses assez importantes. On estime que certaines plantes, en particulier, auraient des interactions médicamenteuses avec les chimiothérapies. Et il y a à peu près un mois, j'ai été invité par des médecins oncologues à Toulouse pour parler avec un pharmacien hospitalier de l'Oncopole, de l'hôpital donc de cancérologie de Toulouse, pour parler de ce problème-là. Et le thème de notre intervention commune, c'était « Phytothérapie et homéopathie, que répondre à nos patients ?» Donc c'est vraiment une grande interrogation pour les oncologues, une grande préoccupation. Et pour tout vous dire, à Toulouse, depuis quelques semaines, il est remis une fiche aux patients en disant « Ne prenez plus rien ». En dehors de votre traitement conventionnel, sauf de l'homéopathie, et allez voir un professionnel de santé compétent en homéopathie. Donc vous voyez que les choses évoluent très très vite. L'homéopathie, elle permet aussi, et ça c'est l'expérience, c'est ce que je vis depuis plusieurs années, elle permet aussi aux patients d'être acteurs de sa maladie, de ne pas toujours tout subir. Et ça c'est un point très très important. Être acteur de sa maladie, c'est quand même une chose très importante. Alors, en officine, le conseil, ce sera en première intention. Avec mon ami Michel Boiron, on a l'habitude de dire que l'aigu, c'est du domaine du pharmacien et le chronique, c'est du domaine du médecin. Et en aigu, donc, on peut, en première intention, conseiller des médicaments homéopathiques si le patient présente des nausées malgré les cétrons ou un début de mucite. Le conseil se fera en première intention, en aigu, et on va essayer de demander de réévaluer ce conseil, voire même, en même temps que l'on fait ce conseil, d'orienter vers la consultation du médecin généraliste, bien sûr. Mais on pourra aussi, le pharmacien d'officine pourra aussi orienter vers la consultation d'un médecin homéopathe, en disant, voilà, je vous conseille d'aller voir un médecin homéopathe qui va avoir une approche plus globale de votre cas, pour vraiment, si vous voulez, soigner la globalité de vos symptômes et tous les effets indésirables. Et puis aussi, cerise sur le gâteau, ça pourra être intéressant de collaborer avec les médecins homéopathes qui sont à côté de nos officines. Alors moi, je suis vraiment un vénard, parce que, bon, en dehors du fait d'avoir été
formé par Pierre Joly, d'écrire des livres avec Michel Boiron. J'ai aussi vraiment des amis chers dans la salle. Et en particulier, moi, j'ai eu la chance de collaborer avec des médecins homéopathes, dont une est intervenue ce matin, et qui était quelquefois absente de son cabinet, non pas parce qu'elle prenait beaucoup de vacances, mais comme elle est aussi enseignante au CEDH, et de temps en temps, elle disait à ses patients: je ne suis pas là la semaine prochaine parce que je ferai cours en Pologne ou je ne sais où. Et puis, allez voir mon ami pharmacien qui vous donnera quelque chose s'il y a besoin. Et ensuite, on réévaluera ce conseil-là. Et ça, c'est une démarche qui, à mon avis, va dans le sens de l'histoire et qui est très appréciée des patients. Donc les conséquences pour le pharmacien, mais les conséquences, ça va être, comme le patient cancéreux, il est omniprésent, il va falloir se former. Se former à l'oncologie. Moi, quand je suis sorti de la fac, je ne savais absolument rien de l'oncologie, donc j'ai essayé un petit peu de me former. Se former pour surtout parler le même vocabulaire que les oncologues. Ça, c'est très important, parce que les oncologues, ils ont un jargon un peu à part, et donc il faut apprendre ce jargon. Et bien sûr, parler soins de support et définir ce que sont les soins de support dès la première fois où on va prendre en charge le patient cancéreux. Et à ce sujet-là, il y a une brochure que j'ai vue circuler là dans le hall, que les laboratoires Boiron ont édité, que je remets moi chaque fois à mes patients cancéreux, qui est très très bien faite, qui explique en fait à quoi va servir l'accompagnement en homéopathie pendant ce traitement. Mais se former aussi en homéopathie, bien sûr. Et alors, pour se former en homéopathie, il faut un peu travailler, mais bon, il y a des gens qui vous aident. Alors, bon, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui est médecin à Troyes, que j'ai rencontré un jour dans un congrès, et qui m'a fait l'immense bonheur de vouloir travailler avec moi. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Jean-Claude Carpe et écrire ce livre que vous utilisez, je pense, assez souvent. Et c'est vrai que c'est un véritable bonheur d'avoir pu travailler avec lui. On a écrit aussi avec Michel Boiron un livre pour les pharmaciens et qu'on a coécrit avec Jean-Philippe Wagner, qui est radiothérapeute à Dunkerque, pour essayer d'expliquer aux pharmaciens que sur des petits symptômes en aigu, on pouvait aussi faire beaucoup de choses. Alors, je vais passer rapidement sur les définitions et sur le regard sur l'asthénie, pour vous dire que, bon, en cancérologie, on utilise indifféremment le terme d'asthénie et de fatigue, et je vous ferai grâce de tout le reste. Au niveau épidémiologie, le professeur Gascon en a parlé, c'est vraiment quelque chose de très important, la fatigue. 80% des patients atteints de cancer présentent une fatigue, donc c'est vraiment très très important, c'est omniprésent, et le dépistage doit être systématique, même s'il n'y a pas de plainte. Bien sûr, il vous l'a dit aussi, ils n'ont pas toujours le temps, donc peut-être à nous de faire aussi une partie du travail. On n'a pas aussi évoqué la fatigue de l'accompagnant, et ça c'est très important. Dans nos officines, on voit les patients cancéreux, mais on voit aussi les accompagnants. Et moi souvent, au bout d'une ou deux fois, je demande à l'accompagnant « Et vous, comment allez-vous » Et souvent ils me disent « Ah, c'est bizarre parce qu'on ne m'a jamais posé la question ». Donc ça c'est aussi quelque chose, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Alors, quelles sont les approches non médicamenteuses et les préconisations qu'un pharmacien d'officine pourra avoir face à un patient cancéreux? On est, je vous ai dit, professionnel de santé de premier recours, on est conseiller de santé. Donc je pense que le pharmacien d'officine, il a un rôle important dans des conseils que l'on peut donner à tout un chacun, mais aussi donc aux patients cancéreux. Donc il y a quelques études qui ont été menées. On a montré l'intérêt de la pratique du yoga sur la fatigue liée au cancer. Et donc une chose qui aujourd'hui est tout à fait reconnue, c'est bien sûr l'action bénéfique de l'activité physique sur la fatigue. Ça, c'est quelque chose d'indéniable et c'est important en tant que professionnel de santé d'insister sur ce point et vraiment de conseiller à tous nos patients, autant que faire se peut, de pratiquer une activité sportive tous les jours si possible, enfin idéalement 2 à 5 fois par semaine, 45 à 60 minutes. Alors comme je suis chauvin, je vous ai donné 2 exemples toulousains. Je vous ai donné la pratique du rugby, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, Toulouse c'est quand même la capitale du rugby en France. Et il y a une étude qui a montré qu'après une opération de cancer du sein,
on mettait des femmes opérées du cancer du sein au rugby et elles jouaient contre les équipes soignantes, c'est-à-dire contre les médecins oncologues et contre les infirmières. Et puis aussi, je voulais citer une étude qui a été menée donc par le docteur Dominique Ornus, que certains connaissent, qui est médecin anesthésiste et homéopathe à Medipol-Garonne, à Toulouse, et qui donc, après une opération du cancer du sein, met ses patientes à l'escrime, elle est championne d'escrime elle-même, et pour limiter les rétractions tendineuses et les douleurs de corde. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant de savoir que la pratique d'une activité physique est à recommander. Sur les préconisations médicamenteuses, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et le professeur Gascon vous l'a quand même un peu dit. Donc, le traitement d'une éventuelle anémie, c'est apparemment quand même la piste la plus sérieuse. Il en a parlé, je n'y reviens pas. Mais quand on regarde après le reste, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a aucun intérêt à donner des corticoïdes, aucun intérêt à donner des progestatifs, de la L-carnitine. Il y a un intérêt, mais non confirmé, à donner du ginseng ou du guarana, sachant qu'il y a aussi une interaction médicamenteuse possible. Donc en intercure, pourquoi pas, mais pendant la cure de chimiothérapie, c'est plutôt la prudence qui est de mise. En fait, aucun médicament n'a vraiment un niveau de preuve suffisant pour être recommandé. Donc en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer un référentiel et un référentiel homéopathique qui serait inclus dans les référentiels. Et on a parlé ce matin des référentiels de l'AFSOS, de l'Association française de soins de support en oncologie. Et c'est un petit peu, si vous voulez, le but de la création de la CHISO par Jean-Lionel Bagot à Strasbourg. Donc c'est une association internationale qui a été créée l'an dernier en décembre, dont le premier congrès s'est tenu à Strasbourg fin juin, début juillet cette année, où donc on va essayer d'avoir un consensus entre homéopathes pour proposer des référentiels, et donc un référentiel contre la fatigue, qui soit ensuite englobé dans les référentiels de l'AFSOS. Donc ça, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Le regard sur la fatigue, on l'a vu tout à l'heure, les intervenants précédents l'ont dit, il va falloir faire un bilan étiologique de la fatigue. Et à l'officine, on pourra rapidement quand même essayer de voir si la fatigue est due au stress, à la dénutrition, à un amaigrissement, à la dépression, à des pertes liquidiennes importantes, vomissements, diarrhée. Il y a des chimiothérapies qui provoquent énormément de diarrhée, ou à la baisse des lignées sanguines. Donc là, je vous ai donné un petit peu quelles pouvaient être les réponses pharmaceutiques toutes simples face à une asthénie. Bien sûr, il y a l'asthénie due au stress. Et l'asthénie, elle commence dès les examens de contrôle, presque avant même que le diagnostic soit posé. Le patient est très stressé, il multiplie les rendez-vous médicaux et avec des médicaments comme Gelzemium et Ignacia, on arrive à déjà faire beaucoup. Le médicament de perte liquidienne, bien sûr, vous allez penser à China. Après une intervention chirurgicale, en particulier s'il y a eu une hémorragie importante, on va pouvoir donner Phosphorus ou de nouveau China. Et si on demande, il faut le demander, mais on peut toujours le demander à l'officine, si on demande un bilan biologique, on pourra, en attendant d'orienter vers un médecin homéopathe ou de réorienter vers son généraliste, demander et peut-être donner des médicaments comme Phosphorus, Médulos ou Silicea s'il y a vraiment une baisse de l'immunité importante. Dans la perte d'appétit, le patient qui n'arrive plus à manger, qui est noué, qui a une boule à la gorge, une boule à l'estomac, Ignacia pourra être essayé avec succès et Natrum mur si vraiment il y a eu un état de dénutrition important. Dans le sommeil aussi, les troubles du sommeil peuvent provoquer une asthénie et des médicaments comme Gelzemium, Aconite, Arsenicum album et Phosphoricum acidum seront intéressants à essayer. Et donc nous en venons donc à ce fameux Phosphoricum acidum qui est un médicament d'une grande évidence mais qu'il est à mon avis très très important de donner, je dirais même en systématique. Donc phosphoric acide, c'est l'acide phosphorique concentré, c'est le grand médicament de l'asthénie physique et psychique. C'est le médicament de l'épuisement, du repli sur soi. Le professeur Gascon vous parlait qu'il y avait une diminution des capacités cognitives. C'est vraiment la définition de phosphoric acide. Et en plus, il y a cette somnolence diurne et cette insomnie nocturne, et aussi ces diarrhées
ces diarrhées très importantes qui épuisent. Et phosphorique acide est un médicament très très intéressant là-dessus. Moi, j'ai vraiment l'habitude de le donner donc en haute dilution, 1 fois par jour ou 1 à 2 fois par semaine. Et de plus en plus, en évoluant, mon conseil pharmaceutique, si vous voulez, évolue dans le temps, après 10 ans de pratique. Et plus ça va, plus j'essaie de faire des choses simples. Parce qu'on parlait d'observance des traitements classiques, il y a quand même aussi un problème d'observance des traitements homéopathiques. Et mes amis vont en parler après. Dans le suivi du patient cancéreux, on a énormément de choses à gérer. On a les nausées quand les cétrons ne suffisent pas, on a la mucite, on a le syndrome même-pied, on a la folliculite médicamenteuse, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai que plus ça va, plus je trouve que la prescription en échelle sur 4 jours de phosphoricum acidum, 9, 12, 15, 30 en dose, est une prescription, comme dirait mon ami Michel Boiron, une prescription punchy, et qui me paraît être très efficace et qui me paraît être facile, si vous voulez, d'utilisation pour le patient cancéreux. Plus ça va, si vous voulez, plus j'essaie de faire des conseils homéopathiques simples dans l'accompagnement du patient cancéreux et quelquefois même séquencés. Quand on a des cycles de chimiothérapie sur 3 semaines, on va gérer les nausées pendant 3-4 jours. Et juste après ces nausées, là, c'est le moment de donner phosphoricum acidum, surtout quand il y a eu des corticoïdes qui ont été donnés, et quand on arrête les corticoïdes, là, l'asthénie arrive. Donc, on donne phosphorique acide en échelle, 9, 12, 15, 30, et après, à J7, J8, ça tombe bien, les mucites peuvent arriver, et c'est là qu'il va falloir dégainer les médicaments de mucite qu'avec Jean-Claude, on a décrit dans nos livres. Voyez. Donc, ça me paraît être important, et le malade, si vous voulez, après, prend aussi son traitement en charge. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, redonnez-moi les médicaments de la fatigue que vous m'aviez donné la dernière fois sur 4 jours qui m'ont fait vraiment du bien. Voilà. Bon, je pense qu'après tout le reste, mes petits copains vont le dire. Je ne sais pas si j'ai le temps encore. Tu as du temps et des questions. Avant d'essayer de répondre à vos questions, il y avait aussi une idée qui me venait en tête. On a de plus en plus donc, de chimiothérapie orale à l'officine, en particulier la capecitabine, qui est le Xeloda, qui est utilisé dans beaucoup de cancers digestifs. Et le Xeloda, dans sa RCP, vous avez donc l'asthénie, bien sûr, vous avez le syndrome même-pied, mais vous avez les diarrhées. Et on dit les diarrhées qui peuvent être mortelles. Alors, c'est vrai que quand on a un patient qui vient chercher son Xeloda, sa capecitabine à l'officine, je pense que c'est bien de donner dès le premier jour des médicaments. Et comme l'a très très bien écrit Guy Villano dans la revue du CEDH en mars, je vous recommande de relire cet article qui est vraiment une pure merveille. Il faut donner les médicaments sentinelles dès le premier jour. Et moi, chez un patient qui est sous Xeloda, sous capecitabine, dès le premier jour, je donne China 15, phosphorique acide 15 tous les jours. Et après, j'essaie de réévaluer mon conseil et de donner des médicaments, par exemple de diarrhée, soit aloe, soit Veratrum album, soit Podophyllum, soit même Arsenicum album, qui est un bon complémentaire de phosphorique acide et dont sans doute Marie-Hélène et Jean-Claude vont vous parler après. Je vous remercie pour votre attention.